C'était près de la frontière cambodgienne le 18 mai 1967, quand un peloton de soldats américains est tombé directement dans une embuscade préparée par une force ennemie bien plus importante. Ils ont été rapidement encerclés, coupés des autres pelotons et submergés. La force de secours qui a atteint la scène le lendemain a regardé avec horreur ce qui restait de la patrouille de 30 hommes. 19 gisaient morts et 7 étaient blessés. Cependant, un homme n'a pu être retrouvé nulle part, ni mort ni vivant. C'était le soldat de première classe Jo Duong, le mitrailleur M60. Il a été inscrit comme disparu au combat pendant des années jusqu'à bien après la guerre où la véritable vérité a été révélée. Et ce qui lui était arrivé n'était rien de moins qu'une histoire d'horreur. Cependant, il n'était pas le seul, comme vous allez entendre ce que les Viet Cong ont fait au mitrailleur M60 capturé. Bon, maintenant que vous comprendriez mieux pourquoi la M60 était si détestée, adorée ou crainte, selon à qui vous demandez, disons d'abord un mot ou deux à son sujet, parce que son histoire est assez intéressante. Elle a été développée dans la période après la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains ont regardé leurs mitrailleuses et ont réalisé quel tas de ferraille elles étaient comparées aux Allemandes. Pire encore, l'armée américaine n'a jamais vraiment utilisé ces mitrailleuses comme les Allemands le faisaient. Elles étaient en vue plutôt comme un élément de soutien, pas comme la source principale de la puissance de feu d'une escouade, contrairement aux Allemands, où chaque soldat marchait autour de l'équipe de mitrailleuses de 3 hommes pour les protéger. Et eux, à leur tour, protégeaient l'escouade avec un feu automatique lourd. Je parle ici, bien sûr, de la légendaire MG42 et de son frère aîné négligé, la MG34. Maintenant, les Américains avaient un problème encore plus grand dans les années d'après-guerre parce qu'ils n'avaient pas standardisé les armes pour leur infanterie. Ils avaient en service de première ligne des M1 Garand, des carabines M1, des BAR, des Thompson, des pistolets mitrailleurs soi-disant Grease Gun, des mitrailleuses M1919 et M1917 et la nouvelle mitrailleuse lourde M2 parmi d'autres armes spécialisées. Maintenant, regardez ça. Toutes ces armes étaient mélangées au sein de chaque escouade d'infanterie et elles devaient toutes être réapprovisionnées avec au moins 4 calibres différents livrés à chaque escouade en première ligne. Sans parler du fait qu'il fallait produire tant d'armes différentes et d'accessoires pour elles, puis former les soldats à les utiliser toutes. Alors logiquement maintenant, alors que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée et que la guerre froide a commencé, laissant présager le nouveau conflit mondial avec l'Union soviétique, les Américains travaillaient à standardiser et améliorer leur armement. Entre autres, qui ne sont pas le sujet de cette vidéo, est venue la mitrailleuse polyvalente M60 dans le nouveau calibre standardisé OTAN 7,62 x 51. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais c'est en fait une combinaison de la mitrailleuse allemande MG42 et du fusil de parachutiste FG42. Ils ont pris les éléments qu'ils aimaient des deux et les ont collés ensemble avec quelques innovations américaines, et voilà, la M60 était née. Bon, ce n'était pas si simple ou facile, mais vous n'êtes pas là pour écouter parler de développement et de prototypes. Elle a maintenant été distribuée aux unités américaines et l'escouade a également été organisée selon la doctrine allemande de la Seconde Guerre mondiale avec leur équipe de mitrailleuses de 3 hommes en prévision de la guerre avec l'Union soviétique. Les unités américaines suivaient un entraînement intensif avec leurs armes. Mais ses débuts au combat seraient loin de là où ils l'attendaient en premier. C'était la guerre du Vietnam où la M60 gagnerait sa réputation divisée, allant du meilleur fusil, sauvant la vie des soldats dans d'innombrables échanges de tirs, à être considérée comme une épave absolue dont les soldats essayaient de se débarrasser à chaque occasion. Avant que nous n'entrions dans ce qui est arrivé aux mitrailleurs M60, jetez un œil à ce qu'ils ont fait au Vietnam et il sera plus clair pour vous pourquoi l'ennemi la détestait tant. Au début, seules les équipes des forces spéciales essayaient les M60 et en avaient une haute opinion par rapport aux anciennes mitrailleuses encombrantes qu'elles avaient. Mais quand la guerre s'est intensifiée au milieu des années 1960, et à partir de là, chaque escouade et peloton d'infanterie et bientôt les hélicoptères, les jeeps, les camions, les chars et les véhicules de combat étaient susceptibles d'avoir au moins une M60. Mais notre attention se porte sur les gens qui la portèrent dans la jungle à pied. Et à cause de cela, la M60 a obtenu son surnom, le cochon, malgré un poids de 10,5 kg à vide, étant l'une des mitrailleuses les plus légères de sa catégorie, pesant environ 4,5 kg de moins que la M1919 précédente.
mais il est compréhensible qu'elle devienne assez lourde une fois que vous la porteriez à travers la jungle et les rizières lors d'une patrouille de plusieurs jours dans un climat tropical. Et gardez à l'esprit que le poids de la mitrailleuse était le moindre des problèmes des soldats, parce que cette mitrailleuse avait besoin de quelque chose pour tirer. Tirer environ 600 coups par minute signifiait qu'une bande de 100 cartouches serait épuisée en 10 secondes. Et on ne savait jamais combien de temps les engagements pourraient durer et quelle force ennemie on pouvait rencontrer. À cause de cela, les soldats transportèrent toujours autant de munitions pour la M60 que possible, chaque homme sacrifiant un peu de poids dans son équipement personnel pour porter 1 ou 2 bandes supplémentaires pour la M60. Ils avèrent ces calculs froids avant de partir en mission sur ce dont ils avaient le plus besoin et ce qui était le plus susceptible de sauver leur vie au combat. Par exemple, les gilets pare-balles étaient pour la plupart laissés à la base en faveur de munitions supplémentaires, car ils n'offraient aucune protection contre les balles, seulement contre les éclats d'obus, et les munitions, en particulier pour la mitrailleuse, étaient une bien meilleure protection. Le fusil d'infanterie standard M16 avait eu son fiasco au début de la guerre avec des blocages et des dysfonctionnements horriblement fréquents, et sa balle de 5,56 avait du mal à traverser la végétation épaisse. La M60, en revanche, n'avait pas ce problème, donc les munitions pour elle étaient prioritaires. Mais transporter tout l'équipement et les munitions montait rapidement jusqu'à 36 kg de poids que les soldats devaient porter sur leur dos. Une bande de 100 cartouches pour la M60 pesait environ 3 kg, et chaque peloton en porterait quelques milliers pour leur nouvelle mitrailleuse, en particulier le porteur de munitions avec le travail le moins amusant de l'équipe. À côté de lui se trouvait le servant assistant portant des canons de rechange, des munitions supplémentaires, parfois aussi le trépied, et bien sûr le tireur qui se révélerait bientôt être l'un des hommes les plus vulnérables du peloton. Et vous allez maintenant voir pourquoi. Déjà dans les premiers grands engagements, la 60M a montré ce qu'elle pouvait faire. La tactique était que lorsque le peloton était inévitablement pris en embuscade par les guérilleros nord-vietnamiens, le mitrailleur M60 ouvrait immédiatement le feu en direction de l'embuscade et se positionnait à l'avant de l'escouade pour les protéger. C'était assez efficace pour garder les têtes ennemies baissées et les faire exploser à travers la couverture de la jungle. Alors logiquement, ils ont rapidement compris que s'ils voulaient submerger une escouade américaine, ils devaient se débarrasser des M60 en premier, de préférence le plus tôt possible, pour éviter son tir de riposte. Ils étaient facilement reconnus par la grande arme noire distinctive qu'ils portaient, et si possible, ils seraient touchés en premier quand l'embuscade était déclenchée. Sinon, leur son de tir distinctif et le nuage de poussière qu'elles soulevaient en tirant depuis le sol révélaient leur position immédiatement et attiraient tout le feu, les RPG, les mortiers et les grenades que l'ennemi avait à cet endroit. C'est pourquoi il y a un dicton selon lequel les mitrailleurs M60 avaient une espérance de vie de 7 secondes après avoir appuyé sur la gâchette dans un échange de tirs. Ce n'est peut-être pas le chiffre le plus précis au monde, mais certainement pas une chose agréable à entendre quand on vous remet votre nouvelle arme en affectation. S'ils voulaient rester en vie plus longtemps que ça, ils devaient changer de position, tirer autant qu'ils le pouvaient pour supprimer ou neutraliser l'ennemi, ou permettre au reste de l'escouade de manœuvrer selon les conditions de la bataille. Certains mitrailleurs M60 sont devenus très créatifs et ont commencé à modifier leurs armes pour mieux fonctionner, comme câbler de fines boîtes de ration C pour mieux guider la bande dans le fusil, ou même attacher le couloir d'alimentation qu'ils prenaient d'hélicoptères abattus, puis connecter à un vieux sac à dos radio et charger plusieurs bandes de 100 cartouches à l'intérieur en une longue bande continue allant jusqu'à 1000 cartouches. Ce serait assez lourd, mais vous n'auriez pas à vous soucier de recharger. Et vous pourriez arroser la jungle tant que les blocages, l'emballement ou un canon surchauffé ne vous arrêtaient pas. Oh ouais, au fait, la M60 avait tendance à parfois entre guillemets s'emballer. Ce qui signifie qu'en raison d'un mécanisme de détente usé, elle ne s'arrêtait pas de tirer lorsque la gâchette était relâchée, mais continuait en automatique complet tant que les munitions n'étaient pas épuisées, ou que quelqu'un tirait et tordait la bande pour l'empêcher de s'alimenter. Son système de changement rapide de canon n'était pas si rapide et pratique sur le terrain, et pour une raison quelconque, ils n'ont pas copié le système efficace que la MG42 avait. Les premières versions de la M60 n'avaient même pas de poignée pour saisir le canon chaud, mais l'assistant ou le tireur devait le saisir avec un chiffon en amiante ou un gant, puis le tordre et le détacher, puis mettre le frais dessus. Donc, comme vous pouvez l'imaginer,
Faire cela au milieu d'un échange de tirs n'était pas le travail le plus facile au monde, et les brûlures graves aux assistants n'étaient pas rares. Ils improvisaient avec du fil de cintre pour fabriquer ces poignées avant que les poignées ne soient introduites sur les versions améliorées plus tard, avec d'autres améliorations. Oh, et pendant qu'on parle d'improvisation, avant de révéler ce qui est arrivé au mitrailleur M60 mentionné au début de la vidéo, et ensuite on vous raconte une autre histoire d'un opérateur M60 capturé qui a gagné la Medal of Honor, regardons juste ça une seconde. Les forces spéciales effectuant des patrouilles de reconnaissance à longue portée au Vietnam modifiaient les M60 de manière peut-être les plus extrêmes, et en voici une. Ils coupèrent la crosse et le canon pour économiser du poids et la rendre plus compacte, puis faisaient cette astuce avec le sac à dos radio chargé de centaines de cartouches et alimenté vers le fusil. De cette façon, la petite équipe de reconnaissance avait un gars qui porterait ça et servirait de créateur de chaos s'ils étaient compromis en profondeur en territoire ennemi. Les équipes de reconnaissance travaillaient en petites équipes de 4 à 10 personnes. Et s'ils étaient découverts par une force ennemie beaucoup plus grande, ils ouvraient tous le feu de toutes les armes, tandis que le tireur avec sa M60 qui ne ressemblait en rien à la normale se levait, ouvrait le feu et tournait en cercle, tirant dans toutes les directions. Le canon raccourci créait un flash brillant et un bruit beaucoup plus fort, et tirer de cette façon donnait l'impression d'une force beaucoup plus grande qu'une petite équipe de reconnaissance. Cela confondrait l'ennemi pour leur acheter une chance de s'échapper. Et ça a en fait fonctionné plusieurs fois. Maintenant que vous connaissez la vraie histoire de la mitrailleuse, continuons avec ce qui est réellement arrivé au soldat de première classe Duong. Quand son peloton a été submergé et anéanti et que le lendemain la force de secours est arrivée, il n'y avait aucun signe de l'ennemi, ni de Duong, ni de sa mitrailleuse. On a présumé qu'il avait été tué et que le corps n'avait pas pu être retrouvé ou peut-être capturé vivant. Des années ont passé et personne n'a rien découvert sur lui jusqu'à des années après la fin de la guerre. Certains des prisonniers de guerre américains sont rentrés chez eux et ont raconté une histoire qui s'est avérée beaucoup plus sombre que quiconque ne pouvait s'y attendre. Des prisonniers de guerre américains capturés dans le même laps de temps général ont dit que Duong avait été pris vivant lorsque le périmètre était tombé. Il avait été conduit dans le vaste système informel de camps de prisonniers le long des zones frontalières entre le Vietnam et le Cambodge, dans des enceintes reculées où de nombreux soldats américains capturés sont passés. Selon les prisonniers de guerre qui sont rentrés chez eux et ont donné des comptes rendus, Duong, comme eux tous, endurait le traitement et les conditions horribles dans ces camps et voulait tenter de s'évader. Le 6 novembre 1967, des mois après qu'il ait été signalé disparu, Duong et plusieurs autres prisonniers américains ont exécuté leur plan d'évasion. Selon certains récits, ils ont matraqué et maîtrisé un garde, ont pris son arme et se sont échappés dans la jungle. Les prisonniers qui sont restés dans le camp ont pu entendre des coups de feu plus tard ce jour-là, et après un certain temps, ont vu les évadés être ramenés. Leur tentative avait échoué. Cependant, l'un d'eux manquait, et c'était Duong à nouveau. Certains récits disent qu'il a été abattu en résistant à sa recapture, ce qui correspondrait au rapport d'une arme de garde saisie. S'il était le seul armé, cela expliquerait pourquoi il a été abattu. Ce n'était pas confirmé. Le reste des prisonniers n'a vu que son pantalon ramené, criblé de trous de balles et trempé de sang, rendant évident que Duong ne reviendrait pas. Des années après la guerre, l'accumulation de tels témoignages a conduit à changer son statut de disparu au combat à décédé en captivité. Mais pourtant, son corps n'a jamais été retrouvé, et la vérité de ces derniers moments est enterrée avec lui quelque part dans la jungle. Il a été promu à titre posthume sergent-chef. Nous devons également raconter l'histoire du sergent-chef des forces spéciales John Kaviani. Et bien qu'il n'était pas le mitrailleur M60 désigné, il le deviendrait lorsque son poste radio distant en territoire ennemi infernal a été encerclé et attaqué. Il serait blessé et capturé à la fin. Mais ce qu'il a fait et ce qui lui est arrivé plus tard doit simplement être raconté. Alors Kaviani dirigeait un petit peloton de sécurité au site de relais radio éloigné sur la colline dite Ikori. C'était profondément en territoire ennemi et il savait que l'attaque n'était qu'une question de temps. Et ils avaient raison. Le 4 juin 1971, le matin a éclaté avec un feu nourri de partout autour du poste. Des armes légères, des mitrailleuses, des RPG et des grenades pleuvaient sur les hommes, essayant désespérément de tenir le périmètre contre une force Viet Cong beaucoup plus grande déterminée à les anéantir.
Kaviani courait de position en position, ripostait, lançait des grenades et dirigeait ses hommes, s'assurant que la défense tenait bon. Réalisant que la force qui les entourait était beaucoup plus grande, ils ont demandé une évacuation immédiate par hélicoptère. Au fil de la journée, Kaviani a dirigé le tir et les hélicoptères arrivant pour l'extraction. 3 hélicoptères ont évacué la plupart du peloton, mais Kaviani était resté au sol pour combattre avec les hommes restants. À cause du feu nourri maintenant dirigé vers les hélicoptères, il ne pouvait pas extraire le reste des soldats, et les hommes au sol ont dû rester au poste avancé pendant la nuit, essayant désespérément de repousser l'ennemi. Kaviani a pris en charge une M60 et a posé un feu de suppression lourd, empêchant le poste avancé d'être submergé. Ils ont tenu jusqu'au matin, mais l'hélicoptère ne pouvait toujours pas venir en raison d'un épais brouillard, que l'ennemi a exploité pour attaquer. Ils ont poussé en 2 rangs, le premier posant un feu nourri d'armes légères et le second lançant un barrage de grenades à main. Kaviani a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir et a ordonné à ses hommes de se retirer pendant qu'ils couvraient leur retraite. Il a pris la M60, s'est levé, s'exposant complètement au feu ennemi, et a balayé la mitrailleuse sur les rangs ennemis avançant, les fauchant et infligeant de lourdes pertes. Il a été grièvement blessé plusieurs fois et il a continué à combattre jusqu'à ce qu'il soit mis hors de combat. Mais il n'est pas mort alors. Il a été capturé vivant. Et maintenant le chapitre le plus sombre de sa vie a commencé. Il a été traîné loin en territoire ennemi. On ne lui donnerait aucun soin médical. Il a été battu et interrogé. Et il a vu des Américains capturés être exécutés devant lui ou mourir du traitement horrible dans des camps de prisonniers improvisés et reculés. Cependant, avec d'horribles blessures, d'éclats d'obus et une balle dans le corps, il a en quelque sorte survécu près de 2 ans en captivité, soignant ses blessures du mieux qu'il pouvait. En 1973, il a été libéré et est finalement arrivé chez lui dans l'opération Homecoming dans un état horrible, pesant à peine 41 kg, mais toujours vivant pour avoir protégé ses hommes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez aller plus loin, suivez-moi sur Facebook, j'y partage du contenu exclusif, des publications spéciales et des histoires détaillées sur l'histoire militaire. Le lien est dans la description. Merci pour votre soutien.